Alors aujourd'hui, on va parler du silence et de ses vertus, puisque le silence, en fait, serait un bienfaiteur pour notre corps et notre esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sursollicité, on a nos mails, on a nos notifications des applications, le téléphone, etc. Donc on déconnecte presque jamais, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Aujourd'hui, on va donc en parler avec Michel Le Van Coen, qui est chercheur en neurosciences à l'INSERM et auteur du livre Le cerveau et le silence. Bonjour Michel. Bonjour. Cet ouvrage, en fait, n'était pas vraiment prévu, puisqu'il a vu le jour suite à une paralysie qui vous a frappé en 2017 à cause du surmenage et donc qui vous a privé de la parole. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit d'une paralysie faciale de Bell. Donc, en fait, c'est une affection du nerf facial qui mène en fait à la paralysie de la moitié du visage. Donc, pendant plusieurs semaines, je ne pouvais plus parler du tout. Donc, j'étais confronté, bien même malgré moi, au silence. Mais de manière paradoxale, même si c'était un peu difficile au début, ce moment un peu de déconnexion, cette impossibilité de parler, donc en fait, m'a beaucoup aidé pendant ma convalescence. Donc, en tant que scientifique, je me suis posé un peu des questions sur pourquoi le silence avait autant de bénéfices, et donc j'ai écrit ce livre. Et quels sont alors les effets neurologiques justement du silence sur l'être humain ? Donc il y en a beaucoup. En fait, ça dépend du type de silence dont on parle. En fait, il y a plusieurs formes de silence. Il y a un silence qui est plus extérieur, c'est-à-dire l'absence de bruit, l'absence de nuisance sonore. Et donc ce silence est très important pour l'organisme. Mais il y a également un silence qui est plus intérieur, qui est par exemple le silence qu'on a dans la rêverie ou pendant la méditation. Et ces types de silence ont aussi des effets, des bénéfices très différents et très importants. Oui, des bénéfices notamment donc pour la créativité, vous expliquez dans votre livre, dans la mémoire et aussi dans la construction de notre intériorité. C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant ces moments un peu de déconnexion, ces moments de silence, le cerveau bascule dans un mode très particulier qui est très important biologiquement. Donc, c'est un mode qui permet au cerveau de se régénérer. C'est un mode où le cerveau peut évacuer les toxines qui s'amassent pendant son fonctionnement. Et également, pendant ces moments de calme, de détente, de silence, en fait, le cerveau développe un certain nombre de fonctions, comme la créativité, la construction de soi ou alors même la mémoire. Donc, ce sont des moments très importants et donc c'est à ce moment-là que le cerveau, d'une certaine manière, peut se régénérer. En Orient, on cultive déjà les vertus du silence et celles du non-agir. Ils n'ont pas attendu les neurosciences pour en lister les bénéfices. C'est à se Oui. demander vraiment si en Occident, le silence fait peur et pourquoi il fait si peur. Oui, le silence est une sorte de vide oppressant pour la plupart d'entre nous, donc il fait peur. Il y a surtout, en fait, on est surtout pendant ces moments-là confronté à soi-même. On est confronté, on est isolé par rapport aux autres, donc c'est probablement ça qui fait peur. Donc il y a beaucoup d'expériences en psychologie qui ont confirmé notre difficulté d'être face à face au silence. Il y a par exemple une expérience que je relate dans mon livre qui est très simple, qui a consisté à demander à des participants de rester pendant une quinzaine de minutes dans une pièce vide. Donc sans la possibilité de se distraire, sans la possibilité d'écouter de la musique. Et les scientifiques ont seulement mis une petite machine qui permettait de s'administrer à soi-même des stimulations électriques. Et donc imaginez-vous un peu la scène, vous êtes tout seul dans une chambre et vous avez cet appareil qui vous permet de vous stimuler. Et les résultats de l'expérience sont éloquents. Il y a 67% des hommes et 25% des femmes qui s'administrent à soi-même des stimulations électriques juste pour passer le temps. Donc finalement, ils préfèrent un peu souffrir que d'être confrontés au silence. Donc vous voyez un peu cette addiction qu'on a par rapport à l'action et par rapport bien sûr au son en fait. Oui, alors après, dans notre société bruyante et bavarde comme la nôtre, la contemplation ou l'errance mentale, c'est souvent considéré aussi comme une perte de temps. Donc si on ne fait rien, on culpabilise finalement souvent, quoi. Donc nous sommes vraiment dans l'ère du faire et non de l'être, en fait. C'est une véritable addiction. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on vit dans ce qu'on pourrait appeler une économie de l'attention. C'est-à-dire que une des objectifs des entreprises du numérique, c'est de s'accaparer d'une certaine manière notre attention pour qu'on consomme des produits. Donc, par exemple, on peut se rappeler la phrase de Patrick Lelay, patron de TF1, qui disait que ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps du cerveau disponible. Donc, on vit vraiment dans une sorte de bruit de fond permanent qui expose le cerveau à une quantité d'informations, de sollicitations, de messages et à la longue, sans qu'on s'en rende vraiment compte, en fait, ça perturbe notre cerveau, notre attention en particulier, et ça nous épuise. Et alors, Donc c'est bien, oui.
Oui, pardon, on ne parle pas aussi du cerveau des enfants et des adolescents hein, qui sont poussés à la suractivité souvent par l'entourage, ou alors on parle aussi des tablettes et des jeux vidéo. Il y a beaucoup de troubles qui sont engendrés par ces turbulences de stimulation sans cesse, incessante. Tout à fait, oui. Oui. Ce qu'on connaît bien, c'est par exemple dans le domaine du monde du travail. Donc je rapporte dans mon livre des expériences très intéressantes d'une psychologue américaine qui s'appelle Gloria Mark. C'est une Californienne qui a étudié en fait les open space et s'est rendu compte que les salariés dans un open space sont environ interrompus toutes les 11 minutes. C'est-à-dire que pendant 11 minutes, ils peuvent effectuer une tâche continue et ensuite sont interrompus par une nouvelle sollicitation. Et ce qu'elle a aussi observé, c'est que un salarié a besoin de 25 minutes de nouveau pour se reconcentrer sur la première tâche. Donc en fait, on comprend que l'accumulation des interruptions et toutes les nouvelles demandes qui sont associées crée ce que les psychologues appellent une surcharge cognitive. C'est-à-dire ce sentiment un peu douloureux et qui est parfois une douleur réelle, qui est d'avoir l'impression de faire trop de choses à la fois. Vous voyez ? Oui. Et ce qu'on sait au niveau de la recherche, c'est que si vous êtes trop sollicité, lorsque on met trop de pression sur vous, finalement, c'est pas la meilleure manière de donner le mieux de soi-même, en fait. Donc, il y a un certain nombre de résultats de la psychologie qui montrent qu'il ne faut pas être sursollicité pour, d'une certaine manière, être dans ses performances optimales.